Cette semaine, dans le balado, on est victime d'un jouet pas trop catholique, on traverse la vie à Naples et on planifie un mauvais coup. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! J'ai rien à déclarer. La semaine passée, on a oublié de dire que c'était la Saint-Valentin. Ah, ben oui. Fait que bonne Saint-Valentin en retard. Donc, il faudrait peut-être faire un spécial film rom-com pour Saint-Valentin l'an prochain. Peut-être. Ouais, c'est ça. Des fois, on se donne des spéciaux puis on se les met 2-3 semaines avant. Ça fait quand même un gros horaire de soirée à écouter des films non-stop. Puis là... Fait que je suis d'accord pour en faire, mais donnons-nous le temps de... Ouais. Ben là, notre spécial Oscar est sorti. On va... Là, attends. Il y a un spécial des prédictions des Oscars en vue de la cérémonie qui s'en vient, qui d'ailleurs me rappelle qu'il faut enregistrer ça rapidement. Mais on a fait, avec notre ami Nico Lacroix, notre genre de top 10 des meilleurs films qui ont gagné le Best Picture, donc le meilleur film. Les meilleurs films. Et il y a eu des petites controverses, des choix qui ont divisé, d'autres choix plus évidents. Comme on dit, c'est pas les meilleurs, mais c'est plus nos favoris. Que nous, on apprécie. Qu'on apprécie, qu'on réécoute, etc. Ouais. Puis ben, personne ne les a tous vus non plus, les 96 jusqu'à présent. Fait que bref, ça c'est en ligne. Si jamais par le titre vous demandiez c'est quoi, ben ça, on discute dans le fond de nos favoris, nos chouchous. Nos coups de cœur. Déjà, j'ai vu des commentaires sur des réseaux sociaux, Nico qui a repartagé de « Ouais, c'est vrai, personne... » Quelqu'un a dit « Pas nommé Shape of Water ». Puis moi, j'y ai pensé tout le long parce que ben, je l'ai pas revu, je n'osais pas comme le mettre dans mes faves, mais je sais que toi, t'haïs ce film-là. J'ai failli répondre, mais je dis j'embarquerai pas là-dedans. Mais j'ai choisi des films que t'as pas aimé. Ouais, mais c'est correct. Mais c'était le fun, un exercice intéressant à faire. Puis justement, ça va... Puis on est 3 générations aussi. Nico est quasiment... Il y a à peu près 10 ans plus que toi. C'est ça. Et moi, j'ai 10 ans plus jeune que toi. Fait que c'était intéressant aussi. Ben, il y avait plus de choix justement des années 70, lui. Moi, je l'avais plus des 90. Ouais. Ben, c'est drôle parce que je choisis des films de 92. C'est pas à 6 ans que je les ai vus. C'est juste qu'on dirait que quand j'arrivais début 2000 à 16-17 ans, à commencer à les regarder, ben... C'était des films récents encore, c'est des films qui avaient même pas 10 ans. Oui. Puis l'exercice m'a fait écouter d'autres films. J'ai découvert quelques classiques. Oui, c'est ça. En amont et en faisant l'exercice à 3, il y en a que j'ai ajouté sur mes listes à visionner prochainement. Fait que ça couvre large parce que je pense que le plus vieux, en 1943, 3 dans ces années-là. 42, Casablanca. Et là, après, il y a un petit saut, il n'y en a pas dans les années 50, je pense. Après, ça va à quoi de Sting, puis des choses de même. Il y avait Laurence d'Arabie dans les années 60, puis jusqu'à Everything Everywhere All at Once, qui était le plus récent. Personne il y a quelques années déjà. Coda. Donc voilà, vous irez écouter ça. Est-ce qu'Oppenheimer est là à découvrir? Mais c'est dur, les très, très récents comme ça. Déjà, on en parlait que ceux 2020, c'est assez récent, mais là, de l'an passé, d'être top 10 de tous les temps, je pense pas. Ben, si ça avait été... Ça aurait pu avoir un... Mais... Écoute, si Dune l'avait eu en 2020-21, il aurait été dans ma liste. Fait que, bref. Donc, avant de parler des nouveautés qui prennent l'affiche, un petit tour d'horizon d'actualité. Semaine assez tranquille, mais... Écoute, il y a quand même une grosse nouvelle. C'était-tu hier? C'est ce que je pense. Ouais, c'est ça. Commençons avec ça. MGM? Ben oui. Allons-y. Parce que là, on attend un prochain James Bond depuis que c'est terminé avec Daniel Craig. 2021 déjà. Spoiler, si vous ne l'avez pas vu, il ne reviendra pas pour un autre. Je pense pas, non. Puis surtout que là, comme lui vieillit, faire un autre préquel, ça ne marcherait pas vraiment. Là. Fait que là, on dit, quand est-ce que vous allez battre le fer pendant qu'il est encore chaud et relancer la franchise où vous voulez avec un nouvel acteur, puis tout, surtout que l'ensemble de la populace semble avoir apprécié d'avoir une forme d'arc narratif sur quelques volets avec le même acteur plutôt qu'il y aller un peu film après film. Puis c'est ça. Tu sais, comme c'est un des problèmes de Pierce Brosnan, par exemple, qui n'était pas mauvais en tant que tel. C'était une vision différente, mais c'est comme 4 films qui n'ont aucun lien. Ça a été tout le temps ça, en fait. Valentin qui revient en 2 films, c'est pas mal ça. Là, ça a tout le temps été comme ça, pratiquement, à part que peut-être un méchant revenait ou... Dr. No! Mais sinon, le personnage lui-même n'évoluait pas, là, pratiquement pas. Figé dans le temps. Mais, tout peut se passer dans le même 6 mois. Là. Puis on a compris, je pense qu'il y a peut-être 2 mois de ça. C'est les Broccoli. Ouais, c'est ça. Pas Annie Broccoli. Pas Annie Broccoli. Barbara Broccoli. Barbara Broccoli, l'héritière d'Albert Broccoli, qui a les ayants droit, en fait, qui gère ça depuis
très longtemps. Et son mari, qui est Michael J. Wilson, qui était aussi scénariste de plusieurs des James Bond. Donc, contrôlait la destinée créative de la franchise, mais il ne s'entendait pas avec Amazon. Ouais, qui a racheté le catalogue MGM il y a quelques années. Oui, c'est ça. Donc, c'était pour ça la coquette somme de genre 6 milliards. Ouais, assez énorme. C'était pour ça que c'était long avant de confirmer la mise en chantier d'un nouveau film. Alors finalement, moyennant un très beau gros chèque, j'ai l'impression, c'est correct, ils ont décidé, prenez votre semi-retraite. Donc ils vont toujours continuer à toucher des redevances sur le personnage, plus mais décisifs ne seront plus impliqués du tout dans le processus. Fait que ça veut dire que MGM enclenche parce que, ça fait partie des propriétés intellectuelles qui valaient l'achat de MGM, c'est d'avoir l'accès à James Bond. Puis ils ont dit, là, nous, on veut presser le citron, puis il va y avoir des films James Bond, mais des spin-offs, puis des séries. Ce qui a chopé un peu, c'est que Barbara Broccoli ne voulait que consacrer son univers au cinéma. Alors qu'Amazon, on voulait presser ça de plusieurs façons. Donc, attendez-vous notre déferlante. Comme ils ont fait le Seigneur des Anneaux, ceux qui ont la série Rings of Power. Mm-hmm. Donc, à suivre. Puis déjà, Jeff Bezos, tout excité, avait lancé un petit tweet. Qui pensez-vous devrait jouer le prochain James Bond? Donc, j'ai l'impression qu'ils vont faire tout un gros show médiatique là, avec chaque étape. Mais là, est-ce que le fait que les Broccoli viennent de perdre ces droits-là, est-ce qu'on va avoir le premier James Bond joué pas par un Anglais, tu penses, ou on va permettre plus large? Je sais pas. Ça va dépendre de c'est sûr que, où ils veulent aller. C'est parce que ça reste le MI6? Ouais. Fait que là, c'est cette agence-là, donc tu peux pas tout changer. Ça prend un contexte anglais. Fait que je pense que je pense que ça serait bizarre de prendre un Austin Butler, puis essaie de faire un accent brit, puis ça va le faire. Je pense pas qu'on va changer la formule. Je pense qu'on va peut-être juste mieux l'exploiter, en tout cas selon la vision commerciale d'Amazon, d'un gros conglomérat. Je pense que c'était probablement surtout là que ça échappait plus que est-ce qu'on devrait voir que ce soit une femme, un noir. Depuis la fin de ce règne-là, on a plein de gens qui tirent d'un peu partout. Une drag queen. Ça va rendre le MAGA World fou. Je réfléchis à voix haute. Ce qui est singulier, c'est que MGM ne distribue pas directement ici. C'est des films, ils font pas partie du Big Five comme Universal là, qui peut distribuer directement ici. Fait que à moins qu'ils signent un deal avec littéralement un des majors, ça pourrait, sinon leurs films rentrent pas mal par Cineplex Pictures, quand même. comme Lionsgate. Ça va renflouer leur coffre si c'est le cas. Ouais, fait que ça change la stratégie de sortie et tout. C'est intéressant. C'est curieux. Donc, juste un fun fact de cinéma, tout simplement. Fait qu'à suivre. Donc, rassurez-vous, pour l'instant, il n'y a aucun scénario de pondu, aucune histoire. Là, fait que c'est pas pour 2026 là, qu'on va avoir un nouveau film. Il faut attendre encore quelques années. Moi, je pense que s'ils se grouillent, c'est peut-être 28. Fin 27. Peut-être 27. Moi, j'ai l'impression que ça va être la cible. Surtout, il est sorti souvent à l'automne, fait que novembre 2027. Genre. Ça serait pas étonnant. Parlons de suite aussi, parce que là, Beetlejuice a été un énorme succès pour la Warner. Fait que là, on peut pas l'appeler Beetlejuice. Je peux même pas le dire 3 fois, c'est même trop dangereux. On n'a pas annoncé une nouvelle suite de Beetlejuice, mais là, on dépoussière le catalogue parce que là, on voit que la nostalgie s'est payante d'autres univers. L'univers Beetlejuice, mais autre chose. Non, de la Warner, dont les Gremlins. OK. Donc, Christopher Columbus confirmé qu'il scénarisait le 3e Gremlins. Donc, c'était le créateur même de cet univers-là. D'ailleurs, c'était ses débuts. Il était dans la jeune vingtaine. C'était son premier scénario qu'il avait vendu à Spielberg. Le premier Gremlins, donc, va retourner à sa franchise. Pas de nouvelles encore si Joe Dante va réaliser, parce qu'il est quand même rendu assez âgé. Puis je pense que c'est tranquille. Je me rappelle pas la dernière fois qu'il a fait un film non plus. Le Sommet de Dante. Donc, c'est toujours Dante qui a fait le Sommet de Dante? Non, ça aurait été drôle quand même. C'est ça. Ça, c'est sur la wishlist de beaucoup de gens très nostalgiques. Je ne sais pas si ça va être une bonne idée, mais les Goonies, donc activement en développement pour une suite. Donc, avec Josh Brolin puis Sean Astin. Tous les comédiens avaient dit qu'eux, ça fait longtemps qu'ils veulent ça, qu'ils désirent et qu'ils seraient prêts à le faire. C'est clair que ça va être genre leurs enfants. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est ça le danger. Parce que s'ils sont juste là 15 minutes à l'écran... Ça, c'est très Ghostbusters, soft reboot. C'est ça. Est-ce que les gens vont être si intéressés que ça? Fait que je pense que
soit que c'est eux, puis ils se réunissent pour quelque chose, ou ils sont avec leurs enfants, mais il faut qu'ils soient partie intégrante de l'aventure, j'ai l'impression. Mais on verra bien. Parce que le fameux... Est-ce que tu fais le film pour toi, toi, Patrick Marleau, ou tu fais le film pour les enfants de ceux qui... Puis là, si tu essaies de viser les deux en même temps, c'est là des fois que ça va être comme... Mais, plus casse-gueule, effectivement. Donc, à suivre. Ils pourraient tous être des éternels ados, là, tout un peu loser. Là. À suivre un genre pour les de Pennywise, de Hit, quand ils sont 20 ans plus tard, qui sont tous marqués à jamais par cette aventure-là, pour le meilleur et pour le pire. Et où elle va avoir été slot pendant tout ce temps-là, Choco, c'est ça? Ouais, lui, ça doit être le même comédien. C'était un lutteur à l'époque, en plus. Qui n'était pas très connu. Mais Kevin Owens, on le reprend. Ouais, ça pourrait être cool. Sinon, dernière petite nouvelle, dans la course vers les Oscars qui arrive très, très bientôt. Ouais, là, il reste les BAFTA. C'était les BAFTA dimanche dernier. Okay. Ouais, c'était. C'est complètement zappé, ça. Venus brouiller les cartes complètement. Yes. Mais en même temps, les BAFTA s'éloignent souvent des Oscars. Fait que c'est pas toujours garanti. Mais Conclave a été le grand gagnant. Oui, mais qui est quand même... coproduction, justement. Effectivement. C'est assez international. C'est pour ça qu'avec le BAFTA, il faut toujours en prendre et en laisser parce qu'ils ont tendance quand même à récompenser beaucoup les leurs plus que les Américains. Donc là, il y a 8 nominations. Il y en avait 11. Excuse-moi, mais je veux dire pour les Oscars, oui, c'est ça. Surprenant qu'ils partent avec 0. Oui, tout à fait. Ben, il y en a déjà 2, je pense que c'est comme un peu coulé dans le béton. Donc, montage et scénario, adaptation. OK. Remporté film britannique. Bon, fait que c'est une catégorie qu'on n'a pas. Et meilleur film aussi, overall. OK. Fait qu'on verra bien. Fait que dans meilleur film, il a battu, j'imagine, Anora, puis Brutalist. Toute la gang, c'est ça. Et on en reparlera dans notre épisode spécial parce que c'est pas garanti. C'est pas un prédicateur. Prédicateur. Gage de sure shot. Brutalist, également gagnant de 4 BAFTA. Meilleur acteur pour Brody. Corbett, donc, qui est venu signer une deuxième victoire après son Golden Globe. Et encore là, 2 catégories qui semblent pas mal être unanimes, à part de Brody, là, mais direction, photo et musique aussi. OK. Qui sont apparemment très, très calés à ce niveau-là. Autre grande surprise, c'est Mickey Madison qui a remporté l'actrice pour Anora. Donc, première victoire pour elle dans un truc majeur. Est-ce que ça va venir brouiller les pistes pour Demi Moore? On ne sait pas. Et sinon, Zoé Saldana et Karen Culkin ont gagné également pour acteur, actrice de soutien. Et je pense que ça cimente pas mal leur victoire. Est-ce que Demi Moore était en nomination au BAFTA? Elle était en nomination aussi. Fait que c'est pour ça que ça a surpris bien les gens. OK. Ouais, sérieux, ça va être vraiment difficile, le jeu des prédictions. C'est le plus dur que j'ai fait depuis très longtemps, honnêtement. Là, il reste le dernier grand gala pour les comédiens. C'est le Screen Actors Guild, donc la guilde des comédiens qui va avoir lieu dimanche-ci. Et ça, généralement, là, ça vient confirmer les tendances et pas mal. C'est assez près, généralement, là, ceux qui gagnent avec la guilde ou aux Oscars. Donc, à surveiller. J'ai envie de faire une petite shameless plug. Ceux qui aiment les poules, on va faire notre spéciale prédiction où on va se commettre et que je vais sûrement me tromper à 80%, j'ai l'impression. Mais si vous voulez participer, il y a le Cinéma Le Clap à Québec qui fait un pool des Oscars en ligne. Donc, vous pouvez participer. Il n'y a pas de frais à ça. Puis, vous pouvez gagner, je pense, une sortie au cinéma ou quelque chose comme ça. Pour les gens qui sont dans la ville de Québec. Mais si vous êtes de l'extérieur, vous pouvez participer quand même. Et ils vont même diffuser les Oscars au cinéma le 2 mars à Québec. Alors, nous sommes de Québec. Je sais pas si je vais y être. Je sais que toi, tu y seras pas. Hey, ça tombe vraiment mal cette année. J'étais super content. T'es à Cannes, mais au mauvais moment. C'est ça. Je suis pas au festival de cinéma. Tu vas faire la file déjà pour les tapis rouges. C'est ça. Moi, je sais pas. Avec la vie familiale et tout. Peut-être que je vais venir faire un tour, mais je vais arriver plus tard. Là. Je sais pas trop. Je verrai. C'est quand même une bonne affaire, là, un genre de 4 heures de temps. Là. C'est tapis rouge à 6h30, fait qu'un genre de 7 à 11, là, peut-être. Là. Mais j'aimerais bien savoir ça un jour, cette ambiance-là. Si c'est un succès, j'imagine qu'ils vont répéter. Espérons. Un nouveau classique.
Fait que voilà. Y a-tu d'autres Non, nouvelles? moi, c'est tout. Puis bande-annonce, écoute, un petit truc qu'on... Ben, ils viennent de sortir un petit teaser, une petite mise en bouche pour Bring Her Back, le nouveau film des frères australiens Danny et Michael Philippou qui avaient fait Talk to Me il y a quelques années. Très surprenant. Que j'ai toujours pas vu. Il était sorti pendant mes vacances. Puis une fois que ça rate le cinéma, j'ai bien de la misère à... J'ai des grosses listes à suivre sur les abonnements de plateforme, mais... J'avais bien apprécié. C'était... Fait que ça sort un peu de nulle part. Ça sort le 30 mai. On semble parler de vouloir ramener des morts à la vie. On quelque est chose un peu comme dans ça. la même thématique que Talk to Me aussi. Paranormal, possession et rituels sataniques. Et là, j'y vais d'une hypothèse, mais en fait, je sais, leur précédent film, Talk to Me, c'est des Australiens. C'est un film qui a été produit en Australie et tout, et qui a été acheté par A24. Je pense que c'était à South by Southwest. Et là, c'est encore poussé par A24, fait que j'ai l'impression que là, c'est une production américaine de A24, finalement. Fait que peut-être qu'ils ont encore plus de moyens pour arriver à leur fin. Ces deux gars-là qui s'étaient fait connaître pour être des YouTubers de faux films puis d'effets spéciaux et d'affaires comme ça. Fait que une belle histoire, quand même. Ben, esthétiquement, ça a l'air vraiment freaky. Oui, c'est ça. Puis je pense que le petit teaser sort à point parce qu'on va parler de Monkey, de Oz Perkins. Fait que je pense que c'est pour avoir un placement publicitaire devant. Surtout qu'un gros buzz, évidemment. Et allons-y avec The Monkey, justement, d'Oz Perkins, suite à son méga succès Longlegs l'année dernière. Oui, exact. Même s'il a divisé des fois les gens, a quand même réussi à rallier un public puis des curieux. Et je pense que peu de gens doivent dire que c'est 100% de la merde, là, dans le sens qu'à un moment donné, il y avait une twist dans l'histoire que peut-être on adhérait ou pas, mais visuellement, l'ambiance, la tension, comme le storytelling, faut lui donner, il est très bon. Puis là, lui, il enchaîne des films d'horreur, des thrillers, des films d'horreur tout le temps. The Monkey, on en avait parlé quand on parlait du projet depuis plusieurs semaines. C'est inspiré d'une nouvelle, Le Singe, de Monkey, de Stephen King, qui était paru en 1980 dans le magazine Gallery. Ça raconte, mais là, dans le fond, on a juste pris cette espèce de petite prémisse-là. Tu pourras peut-être développer un peu plus là-dessus. Mais ici, dans le film de Osgood Perkins, c'est des jumeaux, Hal et Bill, alors qu'ils sont enfants, qui font du ménage dans le grenier, puis ils découvrent une espèce de ce singe jouet là qui singe mécanique. Ouais, c'est ça, mais pas qui tape des cymbales, mais plutôt qui joue sur une petite caisse claire, un petit snare. Et on va y revenir. Et quand même d'une bonne taille, là, un genre de singe de, je sais pas, peut-être 18 pouces de haut, là, il a l'air assez gros, là, 1,5 pied, mettons. 45 cm à peu près pour les métriques. Puis ils vont activer la clé dans son dos de ce singe mécanique-là et réaliser qu'à partir de là, il se met à avoir des morts complètement aléatoires et arbitraires et très spectaculaires qui ont genre 0,001% de chance d'arriver, qui se mettent à arriver autour d'eux. Puis, sans trop révéler, disons que cette espèce de singe démoniaque, puis ça va comme les suivre tout au long de leur vie, fait qu'à un moment donné, on va jumper de plusieurs années puis les suivre dans leur vie adulte, alors que ce truc-là continue et que ça a fait d'eux des adultes très bizarres, parce que ils sont pas accusés de rien, personne ne le sait, c'est juste des morts qui flirtent avec le genre destination ultime, là. Oui. Tu sais, la petite affaire qui touche à l'affaire, qui revient, qui coupe, puis qui fait que ça te tombe sur la tête puis ça explose, là. Bon, c'est ce truc-là. Et c'est drôle au moment où, d'ailleurs, où Destination Ultime revient cet été, au mois de mai, d'ailleurs. Fait que... je dirais, d'avant-jeu, je savais pas quel ton on aurait, puis je décrirais cela comme une comédie noire d'horreur. Mm-hmm. C'est pas un ton qui est 100% sérieux, parce que les morts sont comme un peu ridicules, sont très graphiques, gross, mais sont quand même drôles parce qu'ils sont cocasses. Mais le film est pas une parodie ou une comédie non plus. Fait que c'est pour ça que je dirais que c'est comédie noire, dans le sens que t'as pas le choix de rire un peu dans la salle, mais tout ce qui se passe dans le film est pris au sérieux, mettons, si je peux dire. T'en as pensé quoi? Ouais, ben écoute, je te rejoins là-dessus. Écoute, on pourrait peut-être comparer ça à une certaine époque au Nightmare on Elm Street, les derniers que... S'il y avait un côté, un élément comique drôle dans la façon qu'il tuait ses victimes. À la limite, un peu Terrifier aussi. Parce que c'est tellement gros, c'est tellement brutal et graphique que tu finis par en rire. Mais j'étais surpris. Quand les choses explosent, là, ils explosent de sang et de... Il y a d'hémoglobine au pied carré. Mais je ne m'attendais pas à cette présence-là, autant d'humour que j'ai vraiment aimé. Je trouve que ça balance bien le film. Très surprenant. C'est pas du tout ce qu'il y avait dans Longlegs. Là, non, on est ailleurs. Puis moi, je fais partie de ceux, justement, que Longlegs m'avait laissé sur ma faim.
Je reconnais toutes ses belles qualités, mais le mariage des genres m'avait déçu. Peut-être parce que je m'attendais pas à ça non plus. Je m'attendais plus à un truc plus thriller, policier, plus conventionnel ou classique. Ben, Silence des agneaux. Ouais, c'est ça. Alors que là, il assume pleinement ce côté-là. Mais t'as pas le choix parce que déjà t'adaptes Stephen King. Fait que c'est sûr qu'il faut embarquer dans la prémisse. Stephen King, c'est toujours un peu des prémices quand même un peu loufoques généralement. Là. Mais une fois que t'embarques dans son univers, si vous êtes fan de Stephen King, je pense qu'il rend bien justice à l'esprit. Il n'y a pas de moment où quelqu'un essaie de comprendre. Ils se demandent tout comment ça fonctionne le singe, mais ça devient pas une enquête de genre d'où ça vient, puis tu sais comme le film de Piscine hantée qu'il y avait eu, à un moment donné c'était ça, c'est genre faut que je trouve la source de pourquoi la piscine du monde, puis je vais aller voir les anciens propriétaires. Il y a pas ça dans ça. Non, puis ce qui aurait été emmerdant, c'est ça, exact. That's all. Fait que non, très dynamique, c'est 1h40 et quelques à peine. À peine 1h35 je pense. Fait que ça se déroule super bien, même si c'est une petite affaire là, en dernière portion, mais écoute, moi j'ai eu beaucoup de plaisir, les comédiens sont vraiment bons. Theo James qui est... Ouais, c'est le fun parce que c'est un acteur... au cinéma, il était dans la série Divergent. C'était-tu Divergence ou le Maze Runner? Non, c'était Divergence. Ouais. Okay. Puis, qui n'était pas des très bons films. Là, que d'ailleurs, le projet avait été tiré à la plug avant de finir et tout. Plus connu en télé de White Lotus, qui est là-dedans. Puis la série de Gentleman, là, que post-film de Guy Ritchie. Mais c'est pas une face qu'on voit souvent, puis c'est lui qui joue les deux jumeaux, donc à l'âge adulte. J'ai trouvé très bon, j'ai trouvé ça plus intéressant que voir des faces trop méga connues. Là. Puis au générique, vous avez peut-être vu d'autres non connus, Adam Scott, Elijah Wood sont super bons, ils sont là le temps d'une scène c'est un chacun. Petit caméo quasiment. Là. Il y a Rowan Campbell qu'on avait vu dans Halloween Ends, là, qui faisait le personnage un peu détestable qui devenait le nouveau Michael, qui est un Canadien d'ailleurs, je savais pas. Et Tatiana Maslany, qui est aussi une Canadienne qui jouait dans Orphan Black, qui joue la mère quand les deux jumeaux sont jeunes. Et les jeunes, le jeune en fait est très bon, mais j'étais plus certain, est-ce que c'était 1 ou 2, puis c'est vraiment bien tourné, là, on y croit vraiment que... Moi, je pensais ensemble. Puis Theo James, c'était lui qui faisait les deux, mais je pensais que c'était des jumeaux. Fait que non, c'est ça. Christian Convery, qui est connu pour Sweet Tooth, une série sur Netflix d'un univers post-apocalyptique, d'une BD quand même très connue de Jeff Lemire. Okay. Et puis, il avait joué dans Cocaine Bear aussi. Fait que, il choisit bien ses projets. Et vous pourrez remarquer, Osgood Perkins s'est donné un petit rôle aussi. Je l'ai même pas remarqué. C'est l'oncle Chip. J'en dis pas plus long. Ah oui, OK, quand il se retrouve... il est quand même un peu... il y a toute une coiffe parce qu'on est comme dans les années 80 à peu près. Là. Le look Elvis un peu. C'est ça, parce que même quand on devient plus contemporain puis qu'on tombe avec Theo James, mettons, on est comme fin 90, début 2000. Il y a pas Ah non, il y a des cellulaires. Non, il n'y a pas de cellulaires. Non, il y a des cellulaires. Je pense que c'est 2000... OK. Ouais, fait que la jeunesse, c'est genre 2010, 90, peut-être plus, les années 90, mais on est tellement reculé que ça a l'air une décennie plus vieux. Là. C'est souvent ça en région. Petit fun fact, le fun. Il faut dire que le film est produit par James Wan aussi, quand même. Et Atomic Monster. Il y avait le logo Atomic Monster? Ouais. Ah oui, c'est vrai, on s'est regardé dans ça avant. J'avais vu. Et puis, tu as évoqué le singe parce que dans la nouvelle de Stephen King, d'ailleurs, sur la publication de la nouvelle qui avait été publiée sous forme de livre, c'est le fameux singe avec les cymbales. Ils ont changé ça pour les... La caisse claire. Oui, parce que Disney ont représenté une version visuelle du singe, parce que dans le fait, le singe mécanique existe, là, pour le vrai, c'est dans des années 30 et tout ça. Et dans Toy Story 3, il y a une version représentée là, du singe mécanique avec les cymbales. Ils ont peut-être eu peur que Disney les poursuive. Ils n'étaient pas sûrs s'ils avaient les droits ou non visuels de représenter le singe. Fait que bref, tu vois, moi, à changer ça. Au final, je trouve que c'est une bonne idée parce que ce qu'il arrive à faire avec son petit bras qu'il lève, là, comme justement un batteur qui se craint avant de faire ses ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Puis tu sais, il y a un rythme plus sec, plus intéressant que des cymbales qui résonnent, là, swing. Ouais, tout à fait. Fait que moi, je trouve que c'est une très bonne idée, cette affaire-là. Ouais, et il est vraiment creep quand t'actives puis ses babines ouvrent, là, c'est genre les vieilles dents pourries d'un... puis même dans les yeux. Puis comme ils disent souvent, c'est comme, ce jouet de singe-là, c'est pas un jouet. Je sais pas c'est quoi, mais c'est clairement pas un jouet. Donc,
Ouais, fait qu'ils ont vraiment juste conservé la prémisse de base là, d'histoire de... Le singe Steven. démoniaque jouait. Là, Avec puis- le personnage, mais il n'y avait pas de frère, c'était son meilleur ami. Puis dans le fond, je trouvais ça le fun, quand même intéressant. Dans la nouvelle, ils vont s'en débarrasser dans un lac, ils vont le pitcher. Ouais. Bien qu'il y avait Elle naillait. bien qu'il y avait une portion dans un puits qu'on a construit dans le film. Et dans le lac où ils vont le mettre à la fin, c'est Crystal Lake, Ah ouais, ok. qu'on retrouve dans les Tout est dans Vendredis tout. 13. Tout est dans Mais est-ce tout. que les Vendredis 13 existaient déjà? Oui, quand il est écrit dans les années 80. Le film est sorti en 80, mais il existe beaucoup de Crystal Lake quand Ok. même aux États-Unis. Là, Mais fait penses-tu que, qu'il connaissait l'autre qui faisait... J'ai oublié c'est qui je a pense fait... pas, Sean Cunningham. J'ai ok. l'impression que ça doit être vraiment un heureux hasard. OK, c'est drôle. Parce que j'imagine qu'il a dû écrire ça comme en 79, le temps que ça soit publié en 80. Ah, ok. Là. Mais, Ouais, mais puis c'est Stephen drôle. King n'était pas lié au cinéma tant que ça dans ces années-là. Mais t'avais eu Carrie, Ok. puis Ok, Wanda Shining Christine. était en production. Ouais, Christine, c'est un petit peu après. OK. Fait que non, lui, rapidement, Ah oui, c'est vrai, dès j'ai son oublié. premier succès, ils ont tout de suite Ah acheté oui. les droits pour Carrie. Puis, j'étais allé lire un peu sur Osgood Perkins parce que je trouvais ça quand même un peu curieux. Je voulais comprendre pourquoi il est allé faire comme un film plus de studio, un peu plus commercial, alors que c'est lui qui avait scénarisé ses projets d'idées originales et tout ça. Finalement, il s'est mis beaucoup de lui dans le film parce qu'effectivement, la nouvelle de Stephen King est plus sérieuse. Il disait la première version du scénario, quand on m'a approché, était très sérieux. Puis lui, il n'était pas prêt à faire à ce film-là. Fait que c'est lui qui a convaincu finalement les James Wan et les producteurs de retravailler le scénario, de rendre ça justement plus drôle parce qu'il dit dans le fond, là, c'est un peu un reflet de la mort qui est quelque chose d'inusité, qui peut arriver n'importe comment. Mhm. Et lui a été marqué profondément par la mort de ses parents, qui est tout un enjeu au cœur du film, avec sa mère et tout ça. Ouais. Puis je me souviens que c'est le fils d'Anthony Perkins, évidemment, qui joue Norman Bates dans les fameux Psycho. Anthony Perkins était décédé du sida en 92, puis il avait gardé ce secret, là, parce qu'à ce Ok. moment-là, il était quand même un Ouais, acteur c'était- bisexuel. Il s'était quand même marié, eu des enfants, mais il avait des aventures avec des hommes. Donc, il avait caché les raisons de sa santé et tout ça. Fait qu'il dit très jeune, donc lui, il est dans 74, fait qu'il avait 10 ans. 10, non, un petit peu plus. Ben, il est mort, excusez-moi. En 92, fait que, ouais. 12 ans, 12-13 ans. 17 ans. Non, il est dans 76. En 74, fait que 84-10. Ouais, il avait 18 ans Il avait quand il est mort. 18 ans. Mais je veux dire, il a Fait- dû le voir à 15-16 ans, il commençait à aller pas bien, Ouais, puis il ouais, avait c'est des ça, il pilules, était malade puis c'est ça. deux années avant. Fait qu'il dit donc d'avoir mon père mourir publiquement comme ça, dans des situations qui étaient extraordinaires pour l'époque. Et sa mère est décédée en 2001 dans les attentats du World Trade Center, qui était dans un des avions. Ah ouais, OK. Ouais, quand même. Fait que c'est ça. Fait que je peux comprendre que ton regard avec la mort doit être assez différent. Puis, en tout cas, il y a peut-être un clin d'œil à ça dans le film aussi, des problèmes d'avion. Fait que voilà pour la petite histoire d'Osgood Perkins, mais allez-y si vous aimez le film d'horreur. Tu sais, vous connaissez un peu, peut-être, ceux qui nous écoutent fréquemment, là, nos coups de cœur. Puis, tu sais, il y a eu plusieurs films d'horreur dans les dernières semaines qui étaient pas mauvais, là. Companion, puis Art Eyes avait quand même des petits quelque chose, mais ici, on est plus dans nos niches à toi et à moi, là, dans nos coups de cœur. J'ai vraiment aimé. En tout cas, si l'occasion se permet, c'est le genre de film que je retournerais voir parce que c'est vraiment le fun. C'est très là. divertissant. Ouais, c'est ça. Le bravo que ça dure aussi, comme dit, 1h35, puis que ça est un peu straight to the point. On sera pas en reste bien longtemps parce que Perkins va avoir déjà un autre film en 2025, Keeper, avec Tatiana Maslany, donc elle qui joue la mère dedans. Puis Rossif Sutherland, qui n'est pas le fils de Kiefer, mais un autre fils de Donald, donc le demi-frère de Kiefer. Fait qu'il y a de quoi pour les acteurs canadiens, pourtant il est américain. Mais je sais pas s'il tourne au Canada, ces films, j'ai pas trop remarqué. Ça tourne à Vancouver, ce que j'avais lu de C'est peut-être pour ça qu'il ramasse des... Puis c'est le fun dans les films d'horreur, avoir aussi des faces moins connues, des fois. Qui va être une espèce de film de chalet démoniaque hanté. Fait que je sais pas s'il va être humoristique ou pas, là, mais j'imagine qu'il tombera pas trop dans le Sam Raimi. Evil Dead. Evil Dead, là, peut-être pas à ce niveau-là, le livre des morts puis tout, mais bref, c'est juste annoncé pour 2025. C'est probablement à l'automne, j'ai l'impression. Ouais, parce que visiblement, c'est pas dans les 4-5 prochains mois. Là. Ah ben, donc à suivre. Et tant mieux parce qu'il est vraiment... c'est un très bon raconteur au cinéma. Voilà, il sait comment vraiment créer des moments puis de je crois tension. qu'on va le savoir assez rapidement, mais je pense qu'il fait aussi... c'est pas tout grâce à lui, mais des bonnes mises en marché de ses films. Long Leg, c'était ça. Donc, autre chose. Ben oui, partons pour la chaleur de l'Italie avec Parthenon de Paolo Sorrentino. Oui, parfois bizarre, mais beaucoup moins démoniaque.
On va suivre la vie de Parthénope, à peu près de sa naissance dans les années 50 jusqu'au jour actuel contemporain, mais beaucoup plus dans les années 70-80. On est à Naples, à Napoli, c'est ça qu'ils disent en italien? Puis on suit un peu le regard sur les amours, la jeunesse, les rêves, aussi les Napolitains, donc comment eux ils sont perçus et ils se perçoivent par rapport aux autres Italiens, par rapport au reste du monde. Elle qui navigue à pas savoir qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie, être anthropologue, être actrice, autre chose. Et surtout, une des particularités, c'est qu'elle est comme extrêmement belle, fait qu'elle a tout le regard des hommes de toutes les classes sociales dirigés vers elle, et même de son frère. Et puis d'ailleurs, c'est ça, Parthénope, c'est le nom, je pense, d'une sirène mythique de cette baie-là, mythologie grecque. Ouais, je vais y revenir, mais oui. D'accord. Fait que ça met en vedette, Céleste Dalla Porta, là, excusez mon accent nul à chier d'italien. Je sais pas où mettre les bons accents, qui est surtout une mannequin qui débute un peu plus comme actrice. Gary Oldman a le rôle d'un espèce de journaliste, pas journaliste, mais écrivain alcoolique. Et c'est un film de Paolo Sorrentino, cet Italien. C'est son 10e film déjà. C'est un habitué, lui, du Festival de Cannes. Et des Oscars aussi. Et des Oscars, connu d'ailleurs pour avoir gagné en 2013 l'Oscar du meilleur film international avec La Grande Bellezza. Voilà, fait que honnêtement c'est un réalisateur que je voulais voir de ses films depuis longtemps, depuis justement les 2013 Bellezza, mais ça a comme jamais à donner ou je remets ça plus tard, fait que c'est le premier film de lui que je vois. Toi aussi, je pense? Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Fait que je sais pas si c'est emblématique de sa filmographie. Ouais, le rythme, un peu le... On est ailleurs, là. C'est pas du cinéma commercial très accessible, il faut quand même non, c'est ça. mentionner. C'est extrêmement beau. Oui. Mais c'est pas juste beau parce que c'est l'Italie puis le monde est beau. C'est aussi comme... C'est des tableaux souvent. Là, un peu une espèce de mise en scène qui a l'air justement d'un tableau, d'un portrait. À un moment donné, il y a juste un genre de changement qui crée une ellipse, que là, il y a des manifestants puis elle est juste assise dans les escaliers puis c'est comme... Ça se peut pas cette scène-là, mais... C'est juste beau, puis c'est fleuve un peu, ça nous conduit. C'est un film vraiment lyrique et non narratif. Ouais, voilà. Fait qu'on y va là pour voir, observer quelque chose, je le dis, de très beau, de très chaud, de très sensuel aussi, quand même, comme film, même s'il n'y a pas de temps de nudité. Parce que la bande-annonce aurait pu suggérer ça un peu, là, parce que c'est assez... elle a des robes bien osées. Oui, oui. Il y a un peu de nudité autour, mais pas de elle. C'est pas genre son émancipation sexuelle ou des choses comme ça. Non, vraiment pas. Fait que, mais c'est ça, ça fait monter quand même un peu la pression, parce qu'elle est quand même très, très jolie, il faut le dire. Donc, il s'est très bien filmé... les corps, les femmes. Les corps des hommes et des femmes. Oui, tout à fait. Tout le monde est en sueur, c'est chaud, c'est l'Italie. Et l'Italie aussi, qui est très bien représentée. Écoute, on est souvent dans une baie comme ça, là, à Naples. Fait que c'est pour ça que je disais, c'est un genre de film fleuve, mais c'est drôle, ça suit justement le courant méditerranéen. On dirait que c'est une forme de film où, normalement, il y aurait eu une narration qui nous aurait mis en contexte certaines choses, mais on a fait le choix de ne pas en mettre, puis tu comprends, c'est juste que quand tu sautes pas d'une époque, mais tu sais que le récit avance, ça te prend tout le temps un peu, OK, on est où, qu'est-ce qui se passe? OK, on est là, il se passe ça, puis c'est juste bizarre, mais OK, pour le personnage aussi, c'est bizarre ce qui se passe quand on rencontre des grandes actrices sur un bateau où ils dévoilent une œuvre d'art, puis tout. Fait que effectivement, c'est pas grand public, mais je trouve pas ça inaccessible non plus, parce que visuellement, on le capte très bien. T'sais, c'est pas un film qui est angoissant, qui est anxiogène, qui est épuisant. C'est pas du art et essai non plus. Là. On n'est pas à ce niveau-là. T'sais. Non, puis c'est le genre de film, je pense qu'il faut voir au grand écran si vous appréciez ça, parce que pour la beauté des paysages nécessairement. Des cadrages. Oui, des cadrages et tout ça. Donc, tout ça ce côté-là esthétique est vraiment mieux représenté au cinéma que dans la télévision. Il y a une forme de lettre d'amour, certainement, à cette région-là, cette ville-là. C'est sa ville natale, c'est ce que j'ai lu. Donc oui, c'était une lettre d'amour à Naples. Et tu le parlais d'entrée de jeu que c'était... En fait, le personnage est un hommage à cette sirène-là de la mythologie grecque. Et donc, qui aurait fondé Naples, en fait. Donc, elle séduisait Odysseus. Finalement, ses avances ont été rejetées, donc elle s'est suicidée et son corps, en tout cas la mère a ramené son corps jusqu'en Italie, donc à Naples, et finalement fait partie du mythe fondateur de la ville. Donc, c'est un film qui est très en symbole, en symbole aussi. Là. Je comprends quand... C'est ça.
j'ai bien apprécié l'écoute et tout. Je vois beaucoup de positifs, mais il y a certaines affaires que je comprenais pas. À un moment donné, il marche dans la rue, puis là, il y a une espèce de machine qui nettoie les rues, mais qui a comme si c'était soit une pieuvre ou une araignée avec comme toutes des formes de pattes tentacules qui shootent de l'eau, des affaires. Puis là, je suis comme, tu sais que ça veut dire quelque chose, soit justement par rapport à la mythologie grecque à cause de la sirène Parthénopée puis tout, mais je suis comme, je le sais pas. Puis ça sera jamais expliqué, puis ça finit là. Puis je suis faut accepter ça. Ça, je le sais pas ce qu'il voulait montrer. Juste sa peur des araignées, je le sais pas, mais c'était comme... OK, ça, c'est un symbole de quelque chose. D'ailleurs, c'est comme drôle de retrouver Gary Oldman dans ce film-là avec tous ces acteurs italiens-là. Mais finalement, c'est un grand fan de Sorrentino et le réalisateur avait vu ça en entrevue. Fait qu'il a juste contacté Oldman et dit « Hey, j'aurai un rôle pour toi dans ce film-là. » Puis mais il avait fait aussi il y a quelques années Young, je pense que ça s'appelait. Puis c'était une production plus internationale. Américaine ou anglaise. Puis il y avait il faut bien que j'en parle pour avoir oublié les noms des messieurs avec des cheveux blancs bien établis. Là, mais ça m'échappe. J'ai oublié c'était qui. Harvey Keitel. OK. Puis l'autre, j'ai un blanc. Donc, Parthénopée... J'arriverai pas à le trouver avant qu'on passe à autre chose. Checker ça. Fait que bref, il avait déjà tourné un peu en anglais, mais ça, c'est principalement en italien, sauf les parties avec Gary Oldman. Ouais. Fait que disponible en version originale avec sous-titres français dans quelques cinémas au Québec. Là. Donc, à voir pour la beauté de la chose, mais ça se peut que ce film vienne vous challenger un petit peu, là, si vous êtes moindrement... Plus, si vous voulez un fil narratif très précis, clair, là, plus précis, de quoi ça parle ce film-là? Ben, ça parle de la vie d'une personne qui arrive plein d'affaires, mais c'est pas Forrest Gump non plus. Là. Effectivement. Alors, allons-y du côté de la France cette fois-ci, mais avec un titre anglophone, Eat the Night de Caroline Poggi et Jonathan Vinel. Ouais, Eat the Night, mais Dévorer la nuit au Québec. J'ai vu qu'il joue dans, je pense, juste 3 écrans pour l'instant, au Clap à Québec, puis au Beaubien et au Du Parc à Montréal. J'ai pas vu comme de quoi il était déjà à Sherbrooke, Trois-Rivières ou autre. Tant mieux s'il vous le présente. Sinon, si notre description vous donne envie, écrivez à votre cinéma pour qu'il ajoute à la programmation. C'est sûr que quand on sait que des gens sont intéressés, ben là, ça donne plus envie de se commettre sur un film. Ouais. Des noms quand même singuliers dans ce film-là. Pablo puis sa sœur Apolline, c'est des gros fans du jeu Dark Noon, qui est un jeu vidéo en ligne, une espèce de platformer. Je suis tellement pas bon en jeu vidéo, là, mais tu sais, à la World of Warcraft, mettons, un peu cette affaire-là. Ouais, c'est ça. Mais la différence de Fortnite, c'est que c'est des petites games, tu meurs puis tu recommences tout le temps. Ça, c'est comme t'as ton personnage puis tu gagnes en mana, plus un genre de Diablo ou une affaire de même. Puis, à un moment donné, il se rend compte que le jeu va fermer. C'est la fin à un moment donné. Puis, il y a un countdown de quelques jours. Fait que là, elle est vraiment débinée de ça. Puis, avec son grand frère, elle dit que ce serait le fun qu'on joue à ça jusqu'à la fin. Puis, pour vous situer, Apolline a genre 18 ans, mettons. 17, OK. Puis Pablo doit avoir plus comme un 22, 23, là. Un petit peu... c'est sûr que je pense que les acteurs sont plus vieux que leurs personnages, là. Fait que, tu sais, plus début vingtaine, là, il est plus... tu sais, il aime bien sa sœur, mais il est rendu plus indépendant. On comprend qu'ils vivent ensemble. Leur père, il les laisse plutôt aller. Ouais. C'est plus de la classe sociale plus faible, là, de classe ouvrière, mettons. Puis, sauf que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vend de la drogue. C'est ça son genre de hobby, mais rapidement... Petite pilule. Ouais, sauf que comme t'es un indépendant dans un marché de grands joueurs, ben là, à un moment donné, il va se retrouver dans un peu des guerres de gangs de territoire. Et entre-temps, il va faire la rencontre de Knight, qui est un homme très sexy et qui tombe exactement dans ses cordes. Donc, c'est à préférence homosexuelle. Fait qu'il va commencer à passer beaucoup de temps, Pablo, avec Knight, au détriment de sa sœur, qui, elle, souhaite le voir jouer au jeu jusqu'à la fin. Fait qu'il va avoir une espèce de guerre de cartel de drogue mêlée avec les relations frères-sœurs, avec son espèce d'histoire d'amour de est-ce que c'est juste un fling ou ça peut durer. Tout ça dans un film aussi assez bref, là, genre 1h30, 1h40 aussi, là, qui se prend... non, peut-être 1h45 plutôt, mais qui se prend très bien. Fait qu'on est entre une romance criminelle puis un coming of age, peut-être, là-dessus. Oui, tout à fait. Écoute, tout précisément décrit, mais c'est pas négatif, c'est juste qu'il se passe beaucoup de choses dans ce film-là, comme un Parthénopée avant. Un mélange de genres, puis écoute, le récit emprunte à différents styles, et l'histoire va dans différentes directions aussi. Ça serait peut-être pu juste être resserré un petit peu, mais d'ailleurs, moi, en débutant le film, je pensais que l'histoire s'en irait dans cette direction-là, finalement. Les jeux vidéo. Pas du tout le jeu vidéo, puis la fille qui est accro, puis tout ça, finalement,
pas tant. Mais une relation très dynamique, il faut dire quand même, de Caroline Poggi et Jonathan Vinel qui viennent, eux, du monde du court-métrage. C'est vraiment leur deuxième film, mais je pense premier long-métrage plus sérieux, là, avec des moyens. Très, très soutenu. D'ailleurs, j'ai vu en entrevue que les frères Safdie ont influencé. Je pense qu'ils ont... Cette nouvelle vague de thriller. Vraiment, ça semble influencer beaucoup de jeunes cinéastes. Fait que, tu sais, thème assez classique, mais bien présenté. C'est ça. Moi, j'ai rien de négatif à dire. Il y a des trucs que je trouve intéressants, mais... c'est pas un coup de cœur, mais... Non, c'est ça. Je m'attendais... Je pense que avoir peut-être mis l'emphase plus sur l'histoire à quoi moi je m'attendais, peut-être que ça aurait été plus satisfaisant pour moi, mais sachant ce que c'est, puis peut-être même pour d'autres personnes, vous allez découvrir ça, vous allez embarquer au bout de tout ça. Il y a vraiment rien de gênant au film. D'ailleurs, il avait été à Cannes aussi. Oui, dans la quinzaine. Il avait été en nomination pour la Queer Palm, qui est souvent justement des films un peu plus subversifs puis qui ont des personnages de la communauté LGBT. Mais les trois comédiens sont très bons. Là, Le trio sont super intéressants à voir. Puis très, très dynamique, comme je dis, dans le montage et réalisation. Ils mettent beaucoup aussi de l'avant, justement, par rapport... Tu sais, Pablo est plus le personnage principal. Un fort appétit sexuel. Là. Ils sont toujours en train de baiser. Ça me rappelait aussi que, tu sais, moi, depuis toujours, j'ai comme... un peu une forme de fantasme d'avoir un permis de moto, mais ce serait pas pour une telle utilisation. La scène où ils font juste faire l'amour sur le bord de la moto avec vue sur je sais pas quelle source d'eau, là, un fleuve ou je sais pas trop où. Je pense que ça a été tourné en Normandie, fait que c'est la mer finalement. Voilà. Puis je terminerai là-dessus c'est une citation de Caroline Poggi. Je trouve que ça résume bien. Elle dit « Nous poursuivons un cinéma qui traverse les genres, les émotions et le temps. Un cinéma enflammé, un cinéma pour les rêveurs transpirants, les montres qui pleurent et les enfants brûlent. » Bon. Montre qui pleure, je pense qu'elle fait référence à Dali aussi. Les enfants brûlent, ça, je sais pas. Mais tu vois, il y a de l'énergie dans ce film-là, il y a une vitalité, un besoin de vivre dans ce genre de thriller. Je pense que ça pourrait plaire à... Si vous avez peut-être aimé L'amour ouf, qui n'est pas complètement dans ce registre-là, mais... Vous pouvez écouter 2 fois Dévorer la nuit pendant que quelqu'un écoute L'amour ouf une fois. Mais il y a moins d'énergie quand même. C'est ça, mais sans les espèces de lunettes nostalgiques qu'il y a dans L'amour ouf. Mettons. Puis un petit peu moins tacky dans des plans de caméra, là. Mais effectivement, cette espèce de... le côté romance criminelle, désir de vivre, de genre, ça se peut que tu meurs, mais je m'en criffe parce que je fonce. Vis à fond. Là. C'est ça, exact. On vit à fond notre vie. Des offrandes familiales. Ce week-end, la relâche s'en vient. Il va en avoir encore plus la semaine prochaine. Puis ça, c'est un peu plus rare. On a beaucoup de films jeunesse québécois, mais pour ados québécois... ça arrive moins souvent, effectivement. Donc, Crise d'ado de Marc-André Lavoie. Oui, celui qui est derrière depuis plusieurs années. Bluff, il n'y en aura pas de facile. Hot Dog. Ça met en vedette Yanni Bédard qu'on avait vu dans Brain Freeze, pour ceux qui l'ont vu. Réal Bossé, Sonia Vachon, Emmanuel Bilodeau, tous des bons talents. On va suivre 4 enfants. J'essaie de pas me mêler dans ce synopsis-là. 4 enfants dont les parents, puis ils sont de familles recomposées, que les parents s'absentent pendant 3 jours alors qu'ils viennent de louer une maison d'été. Puis ils veulent qu'on leur saque la paix puis pouvoir être seuls. Fait qu'ils vont mettre en place plusieurs stratagèmes pour pouvoir se débarrasser de la gardienne qui leur est imposée puis avoir une liberté. Qui est jouée par Sonia Vachon. Jouée par Sonia Vachon. Et au travers de ça, vont essayer de retrouver le chat perdu de la cadette. Et à un moment donné, Réal Bossé, en tant que policier, va se mêler à tout le weirdness qui se passe dans cet endroit-là. C'est un film qu'on vend comme... comment ils disent? Peut ne pas convenir à tous les parents, genre, puis qu'on est très... L'énergie de ces ados-là qui ont genre entre, mettons, 9, 9 c'est pas ado, là, mais la plus jeune entre 9 et genre 15 ans, 14 ans peut-être, plus 14 ans, là, j'imagine le personnage. Là. Je pense que Yanni est un peu plus vieux que ça, mais son personnage doit avoir ça, 14-15. Ouais. Fait que moi, ça me rappelait un peu, là, tu sais, faut pas dire à maman que la grand-mère mange les pissenlits par la racine, puis on fait des gamiques contre les adultes pour avoir notre liberté et tout. Très bon point de comparaison. Puis moi, je dirais... En fait, je pense que le film va plus trouver son public avec les pré-ados que les ados. Tu sais, je pense 14-15 ans, je suis pas sûr que ça va être l'offrant. Début de secondaire, fin primaire. Là, tu sais, je pense d'une... 10 à 13, là, à peu près. Ouais, puis tu sais, même, je pense du 9, 8, 9 ans aussi, je pense. C'est comme du 9-13, là.
Ça risque de les... Parce que c'est assez très dynamique comme réalisation. Là. D'ailleurs, le réalisateur, c'était un hommage, au Compte pour tous. C'est ce qui avait donné le goût de faire du cinéma à l'époque. Puis on emprunte tous les codes là, du genre des films américains, avec beaucoup de musique aussi, puis de la musique anglophone. Puis, fait que c'est pas... vos jeunes seront pas dépaysés du tout par la réalisation. Puis on est dans le sincère, dans le très léger. Ils font des petits coups et fait que je pense qu'ils devraient aimer ça. Les jeunes comédiens, on passe bien à l'écran, là, d'ailleurs. Une petite idylle qui s'est formée suite au tournage parce que Yannick Bédard et la comédienne, sa collègue Rose Chouanière, sont en couple depuis le tournage. Encore aujourd'hui, parce que ça a été tourné il y a genre 2-3 ans. Fait que... Ben oui, effectivement. Ben c'est ça, juste aborder rapidement quand même. C'est une histoire assez singulière. Là. Le film devait être tourné au moment où tout a été fermé pendant la COVID. En 2020. Ah, il disait qu'il devait tourner l'hiver. Au début, ça s'appelait, je pense, Apocalypse Miaou ou une affaire de même. Effectivement, c'est ça. Ça devait être tourné l'hiver. Donc, finalement, on a changé ça pour l'été parce qu'on en a eu une fenêtre à l'été 2022 pour tourner le film. Mais eux commençaient à stresser parce que les comédiens ont été embauchés en 2019. Ouais, fait que là, tout le monde vieillit. Tout le monde vieillit, tout ça. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on a fait ces petits changements-là. Et ben oui, fait qu'eux sont tombés en amour puis ils sont encore ensemble aujourd'hui quand même. Puis, j'ai pas trouvé d'informations là-dessus, mais la plus jeune, elle s'appelle Lavoie. Alors, c'est la fille. C'est la fille de Marc-André Lavoie. Okay. Donc, la comédienne qui avait été choisie au départ, finalement, conflit d'horaire, ne pouvait plus tourner. Ils l'ont quand même passé en audition, là, mais c'est sa fille qui joue ce petit rôle-là. Parce que j'ai vu, là, ils font beaucoup de tournées promotionnelles, puis il y en a qui sont ensemble. Fait que j'étais comme, ben là, s'il n'y a pas les autres comédiens, mais il y a lui puis elle, puis qui ont le même nom de famille, ça se peut qu'il gère son horaire, maintenant. Fait qu'on est dans le très, très léger, c'est crise d'ado. Parfait. Peut-être pour public plus jeune, à vous de voir Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, de Michel Fessler, ou Fessler, je sais pas, c'est un français, je sais pas comment on le prononce, F-E-S-S-L-E-R, ça a l'air juste grivois quand je le dis, mais écoute, c'est ça, ou Fessler. Ça reprend le livre de 1923 de Félix Salten, Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Donc, on va suivre... C'est comme entre le documentaire et plus le genre de film d'observation, qui peut être comme une bonne porte d'entrée pour juste observer le monde animal. Fait qu'il n'y a pas de il y a une narration, de Mylène Farmer, mais qui va plus narrer le texte du livre, mettons, à l'occasion. Mais sinon, c'est parsemé de musique un peu classique, puis... de musique classique, en fait. Et d'animaux. On voit la vie du jeune fan dans les bois. Mais les animaux parlent pas, là. On a vraiment filmé des animaux pendant une année, donc les 4 saisons. Puis là, il va rentrer en contact avec d'autres animaux et tout. C'est sûr qu'éventuellement, il va y avoir la fameuse scène de chasse et tout, mais c'est plus vers la fin, puis après, tu as un genre d'ellipse où tu comprends que le fan a grandi et, spoiler, lui-même a des enfants maintenant. Fait que c'est un peu comme ça, une fable de la vie dans les bois, finalement, en mettant en image différents animaux qui interagissent ensemble, mais qui ne parlent pas et ne vivent pas une quête ou une aventure comme telle, autre que la vie. Je sais pas si je commence à me répéter. Monsieur Fessler a scénarisé beaucoup de films, notamment La Marche de l'Empereur en 2004, qui avait gagné l'Oscar du meilleur documentaire et qui avait été tout un hit à cette époque. C'est un des films que ma mère m'avait amené voir aussi. Même étant qu'adulte, il faut aller voir cette affaire-là. C'était quand même cool. Et bref, c'est ce qu'il y a à dire pour Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Fait que l'offrande, disons, animalière pour la relâche. Il va y avoir Moon le panda, mais plus tard en avril. Fait qu'il n'est pas pour la relâche. Fait que si vous aimez de jolis animaux. Mais sinon, 2 autres films d'animation la semaine prochaine. On en a d'autres à présenter. Et pas d'excuses pour pas trouver le film qu'il vous faut pour la relâche. Ouais, puis là, tu sais, Paddington joue encore, puis Super Chien probablement. Je pense que Mufasa est encore dans beaucoup... il y a beaucoup d'animaux en général, mais celui-là est le plus filmé des vrais animaux et non... c'est un vrai prise de vue réelle, contrairement à ce qu'on dit de Mufasa. Voilà, fait que je te dirais que la semaine prochaine, on se reparle de... C'est ça, c'est
pas... Niveau adulte, c'est pas la semaine la plus excitante, là. On fera pas à croire tout ça, là. C'est beaucoup des films famille. Et je suis quand même curieux de voir Prisonnier des Abysses, Last Breath avec Woody Harrelson, puis Simu Liu, que moi j'aime beaucoup de la série Kim's Convenience, et qui a joué dans des Marvel, et que je sais pas si on va le revoir où ça en va, si on va ramener Shang-Chi à quelque part. Fait que on regardera ça, mais sinon très bientôt, le 7 mars, Mickey 17, ça, excessivement hâte. Il a été présenté à Berlin, les premiers échos sont géniaux. Il était hors compétition, fait qu'il peut pas rien gagner. Pour nous contacter, écrivez-nous balado@monciné.ca et suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le Magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Et le nouveau vient de partir sous presse, fait qu'il va arriver dans les probablement au courant de la semaine prochaine dans les cinémas et les kiosques. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on souhaite bon cinéma, bon popcorn. Si jamais vous recevez un singe jouet mécanique, assurez-vous que ce soit vous qui tournez la clé en tout temps.